de revenus. Là, on va avoir des diagrammes, non? Un peu. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà, on a l'écart entre le niveau de vie moyen des 10% les plus riches et celui des 10% les plus pauvres est au même niveau en 2018 qu'en 2008, ce qui veut dire que ça a stagné à fond. En 10 ans, on a laissé le niveau de vie... on n'a rien fait pour réduire ce creux-là. C'est quoi? En 20 ans, entre 98 et 2018, il a augmenté de 9 367 € annuels. Je vais juste prendre une calculette vite fait. On est sur du 780 € de différence par mois. Voilà. Le taux de pauvreté a augmenté de 7,7 en 2009 à 8,2 en 2019. On est sur des données encore provisoires, mais bon, je pense que c'est quand même des chiffres assez solides. Donc on a une hausse de 0,5 points en 10 ans, ce qui représente 500 000 personnes supplémentaires qui sont tombées dans la pauvreté. Et là, on parle de 10 ans. Hein. C'est toujours des écarts sur 10 ans. Un taux de pauvreté chez les 18-29 ans qui est passé de 8,2 à 12,5% de 2002 à 2018. Donc chez les pauvres, chez les jeunes, on a une précarité beaucoup plus élevée et en hausse en plus. Ben oui, parce que les pauvres, les jeunes, pour entrer dans le marché du travail, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on leur fait faire des stages, des services civiques, on paye leur travail avec des CAE, etc., qui sont accordés aux entreprises, aux associations, etc., qui font que les salaires ne sont pas payés complètement par l'employeur. Et arrivé à un moment, dès que le CAE n'est plus renouvelable, eh bien, bizarrement, les employés disparaissent. Ou on en prend de nouveaux, avec qui on va refaire faire un service civique, refaire du CAE, refaire des stages, refaire ce genre de choses. Plus les CDD qu'on ne renouvelle pas, etc. Ce qui permet de ne jamais augmenter, finalement, vu que vous ne travaillez jamais au même endroit, vous n'allez jamais augmenter votre salaire. Et les jeunes se tapent ça, plus les emplois précaires, plus les auto-entreprises qui en fait sont du travail déguisé utilisé par Uber Eats, etc. Voilà, ce genre de choses, quoi. Donc là, on a une progression de 50%. Exact. Les jeunes adultes constituent la tranche d'âge où le risque d'être pauvre est plus grand et pour qui la situation s'est dégradée en plus de 15 ans. Et le problème de ça, derrière, c'est que vous allez avoir une jeunesse qui est beaucoup plus pauvre que les parents, etc., qui vont avoir une activité salariale, une expérience professionnelle qui va être cisaillée en dents de scie, coupée à la hache, avec des gens qui vont finalement ne plus trouver de boulot et se retrouver avec du RSA, des aides, etc. pour essayer de survivre. Et quand ils vont atteindre l'âge de 30 ans, comme moi par exemple, et ben vous allez vous retrouver avec aucune expérience à faire valoir, aucune possibilité de négocier quoi que ce soit. Il y a aussi tout ce qui est incapacité à avoir des diplômes, des formations, etc. Et vous vous retrouvez avec, en fait, finalement, une partie de la population qui, en vieillissant, n'aura, entre guillemets, rien à apporter de supplémentaire, pas de compétences supplémentaires, pas d'expérience supplémentaire, etc. Et tout ça parce qu'on a décidé de laisser les jeunes dans la précarité dès le début. Et quand vous avez une base pas stable à la base, et ben, quand vous allez grandir, vous serez toujours appuyé sur cette base pas stable. Et donc, ça va être très compliqué ensuite de faire revaloriser. Donc, ça veut dire dans 10-20 ans, les gens qui auront été touchés par la pauvreté seront encore dans la pauvreté à 30-40 ans, voire suicidés, quoi. On parle de gens qui, au bout d'un moment, vont se dire
En fait, j'arriverai jamais à m'inscrire dans cette société, j'arriverai jamais à trouver de travail décent, et cetera, et cetera. Et vous allez avoir des suicides, vous allez avoir des gens dans la précarité qui ont plus d'argent pour vivre, très peu, qui vont faire appel aux aides s'ils le peuvent. Et ça, c'est une catastrophe, quoi. Il y a un truc qui pallie un peu ce truc-là, c'est quand on arrive à 25 ans, il y a la possibilité d'avoir le RSA, quoi. Mais le RSA, c'est pas juste une aide, c'est aussi une contrainte, hein. On va pas se leurrer, hein. Les plus touchés en termes de revenus par la concurrence, par la petit lapsus hein, qui va bien d'ailleurs. Donc, les plus touchés en termes de revenus par les conséquences de la crise sanitaire sont les jeunes actifs qui ont perdu un contrat précaire et n'avaient pas assez cotisé pour avoir droit à des indemnités chômage. Au moment où ce document est achevé d'imprimer, il reste difficile d'estimer l'extension de la pauvreté et l'augmentation des inégalités car les personnes qui ont subi les pertes de revenus dues à la baisse ou à l'arrêt de leur activité appartiennent aux catégories défavorisées, mais aussi aux classes moyennes. Au cours de l'année 2020, les plus riches, empêchés de voyager et de consommer, ont épargné encore plus qu'en temps normal. Que feront-ils de cette épargne ? Sera-t-elle mise à contribution pour aider ceux qui en ont le plus besoin ? Ou leur servira-t-elle à accumuler encore plus et à transmettre leur patrimoine à leurs descendants ? Il y a un vrai sujet autour de l'héritage. J'aurais bien voulu aussi revenir là-dessus. On verra si on a le temps de partir sur ce sujet de l'héritage. Mais moi, personnellement, je ne suis pas favorable à l'héritage. Ou alors, il faudrait un espèce d'héritage, un héritage d'État, en fait. Un truc comme ça. Le niveau de vie médian vaut 1 771 € mensuels, ce qui reste quand même pas... en France, vu les prix, etc., c'est pas énorme non plus, hein, mais ça permet quand même de vivre un peu. On va pas se mentir. Pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. Ah, après impôts et prestations sociales. Ce qui est déjà un peu plus confortable, du coup, si on prend en compte ce truc-là. Donc là, on parle de 2018. Il partage la population en deux. La moitié touche moins, la moitié touche davantage. Selon les définitions qu'utilise l'Observatoire des inégalités, une personne est considérée comme pauvre quand elle vit avec moins de 885 € par mois, soit la moitié du niveau de vie médian. En moyenne, les Français, les 10% les plus pauvres, ont un niveau de vie égal à 715 € par mois. Pensez bien, hein, 715 € par mois, c'est un loyer, de la bouffe, éventuellement un petit plaisir par-ci par-là, mais c'est pas des restos toutes les semaines, à mon avis. En fait, si vous prenez mon exemple, moi je vais pas au resto, je vais pas au cinéma, j'essaye de dépenser très peu, je paye le minimum, etc., etc., quoi. Donc on n'est pas sur un niveau de vie où on fait la fête tous les soirs, quoi, hein. Donc 5,3 millions de personnes vivaient avec moins de 885 € par mois. On est riche à partir de 3 542 € par mois, le double du niveau de vie médian. Donc si vous touchez 3 542, vous pouvez déjà vous considérer comme riche. Ce qui me paraît plutôt pas mal. Je veux dire, quand on a 2 fois le revenu médian, qui est déjà de 1 771 €, ça reste confortable si on fait pas trop d'abus et qu'on n'a pas trop de dettes à côté à payer. Sachant que ça, on rappelle, c'est après impôts et prestations sociales, donc c'est déjà pas mal parce que, alors moi de souvenir, c'était quoi ? C'était 1600 € brut que je touchais quand je bossais. Ce qui veut dire 1 600 € brut, on est encore loin des 1 700 € mensuels. Et les 1 600 € bruts, de souvenir, c'était un petit peu au-dessus du SMIC. Vraiment un tout petit peu au-dessus du SMIC. Donc là, ça a dû changer hein, depuis, on est en 2021, mais
Mais là, oui, pour moi, 1771, c'est déjà confortable. Alors, 3542 euros par mois, je veux dire, moi, c'est la fiesta, là. Vraiment, je m'achète une BMW, je m'achète une Porsche. Hein, voilà. Bon, tranquille. Les 10%, les 10% du haut de l'échelle des revenus touchent en moyenne 7,1 fois ce que touchent les personnes les plus bas. Après impôts et prestations sociales. Chaque mois, ils gagnent en moyenne 4 375 euros de plus que les 10% les plus modestes, soit l'équivalent de 3,5 SMIC de plus. Moi, déjà, rien que ça, honnêtement, rien que ça, moi, personnellement, ça me choque déjà. Après, c'est mon côté pauvre et jaloux. Mais voilà. Moi, déjà, 3,5 fois le SMIC que je touche, ça me désempare. Je sais pas. Ça me paraît déjà incroyable. Après, je dis pas que c'est très grave. Ça, je dis pas que c'est grave, mais ça me touche, quoi. Les 20% les plus aisés épargnent en moyenne 28% de leurs revenus, contre 3% pour les 20% les plus modestes. Donc là, on parle d'épargne. 20% d'épargne, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Sachant que quand on épargne 3% et qu'on n'a pas grand-chose, ou quand on épargne 20% et qu'on touche beaucoup, la différence est quand même assez flagrante, quoi. C'est pas juste 17 points de différence, c'est une somme incroyable. Le montant de leurs épargnes annuelles, 15 000 euros par personne. 15 000 euros d'épargne. Ça, c'est un SMIC par an. Hein. 15 000 euros, ça fait une année de travail d'épargner, quoi. En travaillant, pareil qu'un salarié lambda, quoi. Je veux dire... C'est-à-dire que cet argent-là, il leur sert à rien. Il leur sert à rien. Ils le mettent de côté. Alors, il faut bien pouvoir mettre de l'argent de côté, on sait jamais, tu vois, pour des trucs comme ça. Mais pour... j'en sais rien. S'il arrive quelque chose dans la vie, c'est toujours bien d'avoir des sous de côté. Après, c'est aussi pour ça qu'on a normalement un état social avec des droits, si on a des problèmes de maladie, etc., de pouvoir aller se soigner sans avoir forcément mis de côté, quoi. Je vais devoir te laisser pour aller faire des courses de pauvres. C'est ça, bah... Allez, va t'acheter des hamburgers réchauffables. Hein. Bon courage, merci. Et bah, bonne course à toi, salut. Dépasse le montant de l'ensemble des revenus d'une personne du cinquième... j'ai perdu le sens de la phrase, pardon. Alors, le montant de leur épargne est de 15 000 euros, on a vu. Dépassant le montant de l'ensemble des revenus d'une personne du cinquième le plus modeste de la population. Ouais, pour moi, c'est déjà énorme. Et encore là, sur les 10% les plus riches, on n'a pas enlevé ceux qui sont dans l'indécence totale, quoi. Ce qui veut dire que je pense qu'on prendrait juste les 9%, les 10% en enlevant le pourcent des ultra riches, là, ils seraient pas aussi riches que ce que ça laisse présager, quoi, en fait. À eux seuls, les 10% les plus fortunés possèdent 46,4% de l'ensemble du patrimoine des ménages. Ok. Donc, vos baraques, vos propriétés, vos pianos à queue, vos guitares, votre collection de guitares, vos ordinateurs, vos serveurs, tout ce que vous voulez, voilà. Et ben, les 10%, ils ont la moitié de tout ça, quoi. Voilà. Et les plus pauvres, alors j'ose même pas regarder combien ils ont de pourcentage de patrimoine, mais à mon avis, ils ont pas grand-chose, quoi. Hein.
Ils ont même pas un appartement, ça leur appartient pas, ils le louent tous les mois. Donc ils ont une voiture, mais ils sont endettés et s'ils le remboursent pas, ils risquent d'avoir des soucis. Donc bon, voilà, c'est compliqué quoi. Le patrimoine médian des ouvriers non qualifiés, la moitié possède moins, l'autre moitié plus. Et de 12 300 € endettement déduit. Voilà. Donc là, ils ont enlevé les endettements là-dedans. C'est incroyable. Chez les 4 supérieurs retraités, il est de 397 000 €, soit 32 fois plus. 32 fois plus. Les mecs, ils ont 2 baraques, un hôtel. Bon, c'est incroyable, quoi. Un patrimoine de 12 000 €, qu'est-ce que tu fais avec 12 000 €, quoi? T'achètes un... Ce qu'on peut acheter, on peut acheter un petit appartement, voilà, à tout casser, hein. Une voiture un peu chère. Des fortunes immenses s'accumulent au sein d'une poignée de familles, celle de Bernard Arnault, patron de LVMH. On va parler un peu des patrons aussi, des grands patrons de grandes entreprises qui se font défiscaliser dans tous les sens, qui vont se placer dans des paradis fiscaux pour pas payer d'impôts, etc., 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 hein. Possède par exemple un patrimoine équivalent à la valeur de l'ensemble des logements de Toulouse. Voilà. Donc Bernard Arnault, il a tous les maisons de Toulouse, ok? Vous avez même pas un appartement et lui, il a l'équivalent de Toulouse. Il pourrait loger tout Toulouse. Incroyable.